Dans l'est de la France, en région Lorraine, se dévoile un des départements les plus verts, les Vosges. Bienvenue dans celui que l'on surnomme le Petit Canada. Ici, s'étendent à perte de vue des kilomètres de forêt, où se mêlent des décors et des ambiances semblant tout droit sortis d'un conte. C'est le long de ces lacs et de ces rivières que la région des 1000 étangs puise toute sa force. En altitude, au détour des sentiers rocheux, les belles surprises sont au rendez-vous. En compagnie de 4 guides curieux, nous partirons à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés par leur territoire. C'est dans les pas de Jean-Marie, guide nature et altruiste, que les paysages changeants du massif vosgien se révéleront. On prend le temps d'apprécier des choses qu'on aime bien. Mais c'est très important de se retrouver par moments pour échanger. Avec sa bonhomie, Christine, directrice de l'Office du tourisme d'Épinal, nous offrira un voyage dans le temps. On va l'emprunter quand même, il n'y a pas de malédiction. Non, pas de problème. C'est bon, on peut y aller alors. À travers les adresses bucoliques de Claude, comédien et vosgien pur souche, les Vosges se montreront romantiques. Coucher dans la mousse, c'est toujours un peu humide quand même. Enfin Cédric, jeune chef locavore, surprendra nos papilles, de la terre à l'assiette. Ces fruits avec les enveloppes sèches. Un parfum super génial quoi. Et là, c'est dans le fruit, c'est bien. C'est parti pour une découverte des Vosges, comme vous ne les avez jamais vues. Et pour débuter ce voyage en terre vosgienne, Christine a rendez-vous à Épinal avec Romaric, chargé de mission patrimoine. C'est sous le regard du tireur d'épines, emblème de la ville, qu'ils commencent leur visite. Moi, ce que j'aime bien en se retrouvant ici, c'est qu'on est vraiment au cœur de notre ville. Hein, tout à fait, c'est là que je commence toutes mes visites, c'est le point de départ, le lieu d'origine. La place des Vosges, anciennement place forte des marchands au Moyen-Âge, elle est l'endroit de rencontre de tous les spinaliens depuis le XIIIe siècle. Moi, ce que j'aime aussi, c'est ce petit clin d'œil avec les Parisiens. J'aime bien qu'il y a une place qui s'appelle comme nous, là-bas. Tout à fait, la place des Vosges à Paris. Et si l'on retrouve ce nom en plein cœur de la capitale, c'est que les bons comptes font les bons amis. Je sais qu'on a été des bons payeurs à un moment donné. Voilà. En fait, c'est après la Révolution française, en 1792. Ouais. Il y avait besoin d'argent à Paris. Donc on a levé des impôts pour les départements. Et les Vosges auraient été les premiers à payer leurs impôts. Et donc, en hommage les bons soldats. Au son du canon, on a glorifié le département des Vosges à Paris en renommant la place royale Place des Vosges. Mais celle que l'on vient voir sur cette place, c'est elle. Alors moi, tu vois, ce que je préfère, c'est la maison du bailli, parce qu'elle est belle. Hein. Ah oui, elle est très très belle. Et en plus là, on a un petit rayon de soleil, c'est beau comme tout. Alors on voit bien la couleur de la pierre. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est sa structure, c'est le fait qu'on ait les fenêtres à meneaux. Voilà, oui. On a une petite loggia, un petit balcon, donc ça c'est élégant, on se croirait à Venise. Voilà, un petit côté italien, et également dans les motifs et les décors. Cette maison de style Renaissance, c'est celle du papetier Aimé Géninet. Et dans le métier, on était un peu superstitieux. On a un 4 qui est symbolisé. Les hypothèses que les historiens émettent, c'est que ce signe, donc, qui est vraiment un signe qui porte chance dans la confrérie des papetiers, et c'est un signe qui serait d'ordre religieux, puisque quand on fait un signe de croix, la main trace un 4 à l'envers. À quelques pas de la place des Vosges, on retrouve un décor bien connu de l'Est de la France. Alors ici, on a la basilique et moi, ce que j'aime, parce que c'est quand même très typique de nos Vosges, c'est le grès rose des Vosges. Ça donne un caractère, typique, voilà, ça donne un caractère à la bâtisse. Ça donne une belle couleur, une identité. Sur la façade, plusieurs périodes se superposent. Bourguignon, Rhénan, Champenois, un vrai patchwork lorrain. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la petite porte là, puis je la vois de mon bureau. Alors je surveille les allers et retours. Elle est jolie. Mais est-ce que tu savais que la petite ruelle qui est derrière, c'est la petite ruelle des morts? C'était par là qu'on faisait passer les cercueils. On va l'emprunter quand même, il n'y a pas de malédiction. Non, pas de problème. C'est bon, on peut y aller alors. Si Romaric et Christine ne risquent pas de croiser des personnages d'outre-tombe, ils nous emmènent maintenant à la découverte d'un lieu qui, lui, a bel et bien repris vie. Quand je suis arrivée ici au début des années 90, en fait, ça n'existait pas. Hein. Il y avait pas de quartier historique mis en valeur. Et mon mari me racontait l'histoire quand il était petit. Hein, il venait avec sa pelle son seau, il grattait le sable. Ils avaient découvert un début d'escalier. Oh, l'aventure. Bah oui. Et puis un jour, ils sont revenus, tout était recouvert. Et peu de temps après, hop, quelqu'un avait découvert les fouilles. Oui, on a fait un chantier de fouilles archéologiques entre 1982 et 1991 qui a permis de mettre à jour
toutes ces murailles. La cité se développe à partir du Xe siècle et c'est sous l'autorité de l'évêque de Metz qu'Épinal se transforme en une place forte, jusqu'à son démantèlement par Louis XIV en 1670. Et là, c'est vraiment ce à quoi ressemblaient les tours lorsqu'elles ont été construites. Une reconstitution de comment elles étaient. Voilà. Et alors, il y en avait combien qui ont serré la ville? Il y en avait à peu près une trentaine, on en retrouve à peu près tous les 30 mètres. Donc on avait presque 1 kilomètre de fortification. Tout à fait. Si les remparts n'existent plus, la ville est aujourd'hui encerclée par la forêt, faisant d'Épinal la commune la plus boisée de France. Bon. Une vue magnifique. Là, c'est super parce que tu as à la fois la ville et puis le début des montagnes là-bas. Voilà, on voit qu'Épinal, c'est une ville qui est très verte. Au final, il y a beaucoup de verdure. Beaucoup de verdure, oui, on a de quoi se balader. Quittons la ville pour prendre la clé des champs. Entre Épinal et Gérardmer, perché à 700 mètres d'altitude, se cache un véritable Éden. Magique et poétique, le jardin de Berchigrange est l'œuvre réussie de Thierry et Monique, deux amoureux des plantes qui le modèlent au fil des saisons. Oh là là, ça travaille, ça travaille. Ah tiens, bonjour Claude. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va et toi? Te voilà, tu viens voir notre jardin. Je viens voir votre charmant jardin, magnifique. Puis en plus là, il y a un beau rayon de soleil, une belle journée Magnifique, on est bien s'annonce. tombé. C'est une journée idéale pour visiter un jardin. Ici, on prend son temps pour découvrir les 4500 variétés de végétaux qui cohabitent en harmonie. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Oh, ben c'est la passion. Pour nous, c'est une forme d'expression. Donc on est venu s'installer ici. C'est vrai que c'était un endroit qui n'était pas tellement... Hospitalier. Oui, pour faire un jardin. Les jardins, on passe à la Normandie, à l'Angleterre, pas tellement aux Vosges. Pour obtenir ce résultat somptueux, il a fallu dompter cette ancienne carrière de granit au sol acide et jouer les bûcherons. Quand on est arrivé il y a 30 ans, tu vois cette plantation d'épicéas qui est au-dessus. Ah ben, elle arrivait jusque là. On en a coupé plus de 3000 pour pouvoir, avant de pouvoir commencer les travaux. Et puis après, il a fallu apprivoiser l'eau, installer en priorité en premier les plantes sauvages, ensuite les plantes de cottage. Quelle entreprise! Sans plan précis, le couple a réussi à créer un lieu original, féerique et artistique. Une succession d'ambiances et de thèmes surprenants. Bonjour Claude. Bonjour Monica. Je te fais la bise. Ouais. Et ici alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah ici, c'est le jardin de pluie ici. Parce que bon, bah, tu sais bien que dans nos Vosges, il pleut. Et le jardin de pluie, bah, c'est un endroit où la pluie révèle plein de choses. En particulier la brillance des feuillages, les sons bien évidemment, les parfums, toute une atmosphère de sous-bois. Hein, t'entends la cascade, le pont là, qui a été fait pour la circonstance. À Berchigrange, les découvertes visuelles et olfactives ne manquent pas. Et la nouveauté sensorielle du jardin, c'est cette explosion fantastique de verre, exclusivement vosgienne. Donc dans ce jardin, vous avez différentes choses. Vous avez des fleurs, beaucoup de fleurs, vous avez des herbes, vous avez des arbres et vous avez de la mousse. Ben, on a vraiment un département un des plus riches de France au niveau de la quantité de mousse, puisque bon, les forêts acides, c'est ce qu'elles préfèrent. Monique récupère des centaines d'espèces différentes dans la forêt et les mélange ici. Un petit paradis qui donne des idées à Claude. C'est vraiment un monde miniaturisé et c'est absolument fantastique de s'y promener. De s'y coucher. Tout ça, bah ça, coucher dans la mousse. C'est toujours un peu humide quand même. Oui, mais c'est vrai qu'on a envie de s'y blottir, c'est un monde de féerie. Un labyrinthe, un jardin des dames, un jardin fraîcheur. Chacun trouve son bonheur à Berchigrange, mais un tableau en particulier fait honneur au pouvoir des fleurs. Alors ici, tu es vraiment dans le jardin bohémien. On retrouve la liberté, on redonne la liberté aux plantes. C'est-à-dire qu'elles vont être plantées en compagnie des plantes locales, elles vont se mélanger et elles vont vivre. Parce que dans les autres parties du jardin, on est un peu dictateur, le jardinier. On dit, toi, tu as le droit d'être là, toi, tu n'as pas le droit, on désherbe. Mais après, on les laisse vivre leur vie. Et les plantes vivent en parfaite intelligence. Si seulement les hommes pouvaient faire pareil. Quelle variété de couleurs en plus. Laissons Claude terminer sa balade pour suivre Jean-Marie sur les sentiers boisés de la vallée de Streytour. La forêt, c'est elle qui occupe presque toute la Seine dans les Vosges. Elle domine les 3/4 du territoire. Ici, le bois, on le transforme depuis des siècles dans les scieries.
Une industrie toujours vivante, mais restée traditionnelle pour le plaisir des touristes. Et c'est en compagnie de Benoît, guide passionné, que Jean-Marie va remonter le temps. Quel bel endroit, monsieur le Sagard. Bonjour Benoît. Bonjour Jean-Marie, Ça va bien? Très bien, merci. Ça va, on pèle, très bien. Donc le Sagard n'est pas un bûcheron? Le métier de Sagard est différent de celui de bûcheron. Le Sagard, lui, va s'occuper des troncs d'arbres, les transformer. Le bûcheron travaille en pleine forêt, en pleine nature. Donc le Sagard, son nom vient de l'allemand Säger, qui veut dire scieur. C'est ça à l'origine. Et lui, donc un scieur de bois, quoi. Voilà, un scieur de bois, mais dans la longueur, découper des planches dans les troncs. Pour couper son bois, le Sagard peut compter sur la force de Dame Nature. Ici, ni gasoil ni électricité, mais la puissance de l'eau. J'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne au niveau hydraulique pour couper tout ça. Le principe, c'est d'avoir dévié le ruisseau 100 mètres plus haut. Et voilà, donc le ruisseau va continuer, lui, dans son lit. Oui. Et depuis la réserve d'eau juste au-dessus, on va faire descendre l'eau jusqu'à la roue. Du moulin au bateau, en passant par la scierie, l'efficacité de la roue à aube a fait ses preuves. Et c'est la pression de l'eau qui va faire tourner cette roue. Qui va entraîner la roue, voilà, tout à fait. Donc c'est une petite roue, mais qui va tourner très vite, d'où son nom de turbine. Une fois qu'on veut la mettre en route, il faut ouvrir le tuyau, et pour ça, on actionne le levier en bois qui est juste au-dessus. Je te laisse regarder, admirer le spectacle. À tout de suite. À tout de suite. À l'intérieur de la scierie, Benoît tire à la chevillette et le torrent d'eau chéra. Alors Jean-Marie, qu'est-ce que t'en penses? Génial, c'est vraiment impressionnant. C'est superbe. Et ça tourne à combien de minutes avec la pression de l'eau? Ça fait 180 tours minutes au plus rapide. Ouais. C'est dû à la puissance de l'eau dans le tuyau et à la courbure des pales. Grâce à ça, la roue, elle tourne très vite. Cette roue turbine en acier, les Vosgiens la doivent à l'ingéniosité de Canson, le père du papier du même nom. Au XIXe siècle, elle représentait une véritable prouesse technique. C'est aujourd'hui la dernière en fonctionnement dans la vallée. Voilà Jean-Marie. Donc voilà la fameuse scie. Voilà notre haut fer. Donc la lame de fer qui scie du haut vers le bas. Et on retrouve le mouvement qu'on avait en bas. Voilà, on retrouve le mouvement mécanique de la bielle. Le levier, on le retrouve ici. Et au bout, qu'est-ce qu'on a? On a un système de vitesse, donc une plaquette avec des trous. Et bien plus je tire et je viens appliquer le trou, donc au niveau du pilier là, plus je donne de la vitesse. Et dans le principe, ça ouvre plus le tuyau et donc là on a plus de puissance. Ça donne plus de puissance. Et là on peut voir que la machine, elle est au mieux de sa forme. À la vitesse là, on peut scier 1 mètre minute. Ok. Si le Sagard n'a pas de commande numérique pour stopper sa machine, il est bricoleur. L'arrêt automatique de la machine, c'est comme tout le reste, c'est simple et efficace. C'est un petit levier en bois. On peut pas plus simple. Il a fait un trou dans son pilier. En dessous là, oui. On place la tige dans le pilier et le chariot, lui, il va arriver à la fin du sciage, il va pousser. Et en poussant derrière, ça va pousser la plaquette de vitesse. Et ça déclenche. Ça va déclencher. Le levier remonte, on coupe la turbine. Voilà. Ça remonte le levier, la turbine s'arrête, il y a un peu de vitesse forcément. Un peu d'inertie. Oui, un peu d'inertie. Et la machine finit par s'arrêter. C'est très très astucieux. Une machine qui s'est définitivement arrêtée de fonctionner dans les années 1960, mais dont le bruit, grâce aux passionnés, résonne toujours dans la vallée. Le sud des Vosges, c'est l'endroit rêvé pour faire de belles balades. C'est aussi la bonne destination pour s'attabler et bien manger. Des produits du terroir que Cédric adore travailler. Parmi eux, il y a un fruit qu'il aime particulièrement mêler à ses recettes, le bluet. Il nous emmène à la rencontre de son producteur. Salut Roland. Salut Cédric. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Tu fais de beau? Ah ben voilà, c'est la période de taille, on commence à tailler. Ici, on ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Le fruit qui va pousser sur des vieux bois sera beaucoup moins sucré, moins aromatique que sur les jeunes pousses. C'est vrai que la vigne, on dit que les vieux cèpes donnent du bon raisin, là c'est plutôt l'inverse. Okay. Si le bluet est bien connu des Lorrains, il ne vient pourtant pas de la région, mais du Canada. C'est dans les années 70 qu'un militaire vosgien le ramène après une mission et que le fruit s'installe définitivement sur les hauteurs du département. Le bluet n'est pas seulement bon, c'est aussi un cocktail détonnant pour le corps. Par exemple, une bouteille de jus à 25 centilitres,
ça représente à peu près 24 000 ORAC. L'ORAC, c'est l'unité de mesure des antioxydants. Pour un organisme normal, il faut consommer entre 3 000 à 4 000 ORAC par jour. Ça veut dire qu'avec une bouteille de pur jus sans sucre, tu as pour 6 jours d'apport en antioxydants. Donc, par rapport à un jus d'orange, on est largement au-dessus. On est largement bon pour le corps. Petit, mais puissant, il est à consommer sans modération. Place maintenant à une des spécialités de Roland, la confiture de Bluet. Donc on fait des fournées de 3 kg dans ces bassines. 3 kg, c'est la dose que tu mets en général. Voilà, 3 kg, ça va bien, ça cuit bien. Voilà, on va mettre le feu dessous, on va laisser chauffer ainsi pendant Tu les laisses tranquillement ou tu les remues? Alors je les remue un peu pour faciliter l'éclatement des fruits. La confiture, Roland en fait à toutes les saisons, donc pas besoin d'un fruit récolté la veille, bien au contraire. Pendant la cueillette, on n'a pas le temps de tout faire, nos transformations. Donc on surgèle nos fruits et c'est même bénéfique parce que le fait de surgeler, ça permet de faire éclater les molécules contenues dans le fruit, dont les pectines, elles se répartissent mieux et ça permet une meilleure gélification des confitures. D'accord. Le Bluet a une forte teneur en sucre. Roland ne badine pas avec le sujet et pour que le dosage soit parfait, il se transforme en petit chimiste avec son réfractomètre. Alors là, je vais prélever un petit peu de jus pour voir la teneur en sucre, ce qui me permettra de doser mon volume de sucre à ajouter pour avoir ma confiture en fin de cuisson à 58%. Voilà, donc là, il y a une petite échelle graduée. Donc je me mets vers la lumière. Voilà, il y a une différence de couleur. On voit le rouge, on voit le rosé. Et en fin de saison, on arrive quand même à des teneurs en sucre à 18%. C'est presque, oui, comme du raisin, quoi, presque. Hein. On a vraiment des bonnes teneurs en sucre. Alors là, tu as mis combien de pourcentage de sucre par rapport à tes fruits? Je mets 850 grammes de sucre par kilo de fruits. D'accord. Voilà. Tu sens les odeurs de fruits confits, de fruits sucrés qui commencent à arriver là. Une fois les fruits cuits, petite astuce pour savoir si la confiture est terminée. Pour la gélification, je mets ma cuillère. Les gouttes ont tendance à ralentir. On voit que ça gélifie. Donc là, notre confiture, hop, est cuite. La confiture est prête pour la dégustation. La bonne confiture, bien parfumée. On en fait des bonnes choses dans les veaux. Voilà. Oui, Girmont et toutes les veaux sont là. Merci. Tout est dit, Cédric n'a plus qu'à repartir avec son petit pot de Bluet aigre doux. Une autre spécialité de Roland. Nous la retrouverons tout à l'heure dans une recette concoctée par notre chef. Quand on pense aux Vosges, de nombreuses images apparaissent. Mais la plus célèbre de toutes, c'est celle d'Épinal. Depuis 1796, son imagerie rayonne à travers l'Europe. Cette réputation, elle la doit au talent de ses maîtres imagiers. Parmi eux, il y en a un que Christine tient particulièrement à nous présenter. Il s'appelle Jean-Paul Marchal. Alors qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes sur quel projet? Là, je fais une image, c'est pas très original, sur un saint patron, Saint-Éloi, patron des mécaniciens, des orfèvres, des chaudronniers. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord. J'ai déjà gravé une partie et l'autre partie est sur la presse. Et là, je suis en train de le graver en majesté, parce qu'il était évêque. J'ai eu raison de passer. Les images comme celle de Jean-Paul sont aujourd'hui des objets de collection. Mais leur rôle premier fut d'informer, d'éduquer ou encore de divertir. Le premier média de masse, on le doit à l'imagerie. Ce qu'il faut dire, Christine, c'est qu'il n'y avait pas d'imagerie qu'à Épinal. Mais il y avait des imageries dans toute l'Europe. Tous les imprimeurs pouvaient faire ça. Et tout d'un coup, vers les années 1800, un monsieur, un Autrichien, qui trouve un procédé d'impression extraordinaire. Là, faut pas faire les coups comme ça, c'est marrant ça. mais justement, la lithographie. La lithographie, c'est ce moyen d'impression sur pierre calcaire qui permet pour la première fois de multiplier des images. Elle est suivie de près par le cliché typo, encore plus efficace. Une révolution très vite repérée par un avant-gardiste, Charles Pellerin. Pellerin était un malin. Il s'est dit, ça, c'est l'avenir. Il va à Paris, il se renseigne sur la lithographie, il se forme et il ramène des presses litho à l'imagerie d'Épinal. Alors quand les imprimeurs à Chartres, à Orléans, à Paris continuent à faire une image, Pellerin il en sort 1000. Ce n'est pas le tout de fabriquer des images, il faut aussi les vendre.
c'est grâce aux marchands ambulants, les colporteurs, que les images d'Épinal envahissent la France. Alors on parlait de la célébrité de l'imagerie d'Épinal et dans les expressions populaires, on a célèbre comme une image d'Épinal. Alors, ça vient d'où ça? C'est passé dans le langage populaire, d'abord parce que les images d'Épinal étaient très connues, et deuxièmement parce qu'une image d'Épinal, c'est une image qui se comprend au premier degré. Après l'histoire, place au travail de l'artiste. Jean-Paul est xylograveur. Sa feuille blanche à lui, c'est le bois. Sur quel type de bois vous travaillez? C'est du fruitier. L'outil de base, oui. Le canif. C'est pas une gouge en fait, c'est une Non, canif. ça c'est le canif. Un coup de canif tendre, minutieux, qui déshabille la planche et la fait parler. Il y a tout un langage entre les outils et moi, hein, et les outils et le bois, c'est évident. Ce que les savants appellent une osmose. Le geste de Jean-Paul est précis car chacune de ses gravures, même la plus fine, aura sa signification sur le papier. Tout ce que je marque, ce sera blanc au tirage. Tout ce que je laisse, ce sera noir. Ça s'appelle la taille d'épargne. Vous voyez là? Oui, je vois bien. Alors forcément, moi en gravant, je le vois déjà imprimé. Dans ma tête, Saint-Éloi, il est déjà terminé. Regardez, c'est pas beau ça? Une dernière petite dentelle, ça y est, Saint-Éloi est prêt. La presse de Jean-Paul se trouve dans un joyeux bric-à-brac d'images où il est temps de pénétrer. Ah, nous voilà dans l'atelier. Voilà. Quel magnifique lieu, dites donc. Tout y est là. Toute une vie. Toute une vie hein, le bois, de création. le plomb, le papier, l'encre, tout. Écoutez, Christine, si ça ne vous dérange pas, je continue mon travail. Mais allez-y. Attention. Alors, je mets la pression, hop, le rouleau descend, le rouleau touche le papier embrasse l'encre. C'est bien dit. Allons-y. Et voilà, regardez, c'est pas beau ça. Alors, chaque fois, j'arrive parce que je suis chaque fois émerveillé. C'est ça votre chaque force, fois, monsieur Marchal. Ça marche. Ça marche, hein? Même après 84 printemps d'impression, l'enchantement reste le même. Et quand la magie opère, comme ici, il y a une formule qui veut tout dire. Quand ça fonctionne bien, qu'est-ce que disent les imprimeurs et les typographes depuis des générations? Il y a amour. Il y a amour quand le prot, le chef d'atelier, est satisfait. S'il n'est pas satisfait, il dit il n'y a pas amour. Et l'ouvrier sait ce qu'il doit faire. Ce soir, Christine repartira avec des images plein la tête et un peu de talent de Jean-Paul entre les mains. Écoutez, je vais faire une petite typo au plomb. Alors, qu'est-ce que ça donne? Direction maintenant la commune de la Bresse, au pied de la montagne du Moyen-Mont. C'est en Celle que Jean-Marie accompagne aujourd'hui un groupe de vététistes. Les Vosges, c'est leur terrain de jeu. Pas moins de 1400 km de pistes à dévaler. Une sortie à plein poumon pour découvrir la faune et la flore vosgienne. Alors, yes. On est où là, c'était cette petite descente? C'était bon? Sympa ça. Un peu boueux? Un peu gras. Ouais, mais sympa. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On y va. Une fois lancé, on n'arrête plus nos sportifs. Mais pour apprécier un paysage bien caractéristique du département, la Tourbière, une petite pause s'impose. C'était un cirque glaciaire qui était assez puissant celui-là. On voit, il est assez majestueux, c'est grand. Aujourd'hui, ça s'est reboisé. On peut imaginer que c'était très rocheux avec un glacier comme on en a à 3000 ou 4000 mètres en Europe aujourd'hui. Et ça, il y a 8 à 10 000 ans ici, environ. Quand ça a fondu, là, c'est passé en lac. Et au fur et à mesure des années, la végétation comble ce lac. C'est les épicéas qui vont pomper l'eau beaucoup. Là, on est au stade final, on est au stade Tourbière. Et ici, on n'est pas à l'abri d'une belle découverte. La Tourbière, c'est d'ailleurs un site de rencontre. Tous les ans, se déroule le bal des ténors. Chacun doit s'imposer pour repartir avec la plus belle des cavalières. Donc les cerfs, pour bramer, viennent ici parce que leur voix est décuplée. Du coup, ils impressionnent plus leur adversaire. Et ils ont plus facile à garder leur cheptel et leur biche, quoi. Et c'est vraiment impressionnant. Quand on est là la nuit, qu'il n'y a pas un bruit et que d'un coup le silence est fendu par un cri rauque et puissant, ça refroidit un petit peu. Et, je sais pas, Dom, tu veux pas essayer de crier un petit coup? Je vais pas bramer, mais juste...
Ah oui, c'est génial quand même. Hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Allez, c'est reparti. C'est parti. Allons-y. Même si le cri de Dominique est très impressionnant, pas de biche en vue. Ce sera pour la prochaine fois. Nos aficionados du vélo font travailler leurs mollets. Un effort coupé par le mal du vététiste, la crevaison. Ouais, je vais te mettre l'ambiance. Tu peux rester un peu comme ça. À la première crevaison, c'est pour une bonne ambiance. À la deuxième qui commence un petit, puis petit peu. Ça relève de la chirurgie. Le coupable, c'est lui. En 2 temps, 3 mouvements, c'est réparé. Allez, c'est parti. C'est parti pour de nouvelles crevaisons. Cette fois-ci, ce n'est pas la malchance qui va stopper cette folle cavalcade. Oh, attends, je crois que... Oh, stop. Je crois qu'il y a un bois de serre là. Regarde voir. Bah, c'est... Toi qui en rêvais. Ouais. Fabuleux. Qu'on le trouve là, c'est normal? Ouais. Ça peut être à la suite d'un combat sur le cerf ou pendant les combats, là, on est à la fin du bras, mais il peut y avoir des parties de gazon qui ont été arrachées. Oui, après, ils vont aller arracher. On en a vu un petit peu avant là. Peut-être là, tu vois, on est vraiment sur un site où un peu ici, regarde, ça peut être arraché. Là, ça a été arraché de là. Donc c'est pour montrer leur présence, pour déterminer leur territoire. Quoi. On te suit ? Jean-Marie en trouvera peut-être un deuxième dans quelques temps, puisque le cerf va perdre 10 à 16 fois ses bois au cours de sa vie. Une dernière descente avant un repos bien mérité. Merci à vous pour ces fous rires. Santé. Merci pour cette balade, les gars. Santé. À la santé des cerfs. Je pense que c'est à refaire. Hein. Avec grand plaisir. Après les descentes sportives de la vallée des lacs, c'est au milieu d'une montagne de sucreries qu'a lieu notre prochain rendez-vous. Et si certains de nos guides brûlent les calories, Claude, lui, compte bien se faire plaisir. Hello, bonjour Jean-Marie. C'est Claude, salut Oui. Claude, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah ben ça va très bien, quand on doit arriver, ça va encore mieux. Voilà. Faire des bonbons, c'est une tradition bien vosgienne. Un savoir-faire ancestral remis au goût du jour il y a 30 ans par Jean-Marie, fondateur de la confiserie des Hautes-Vosges. Comment ça a commencé chez toi, dis donc? Quand on a ouvert le magasin, les gens qui venaient nous rendre visite nous disaient mais vous faites pas ça ici? Bah, bien sûr que si qu'on les fait ici. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On demande à voir. Alors on les a fait descendre. Voilà, c'est là que ça a commencé les visites. Alors. Et quand on s'est aperçu, quand ils avaient bien regardé et bien vu la fabrication, qu'ils achetaient beaucoup, on a dit, eh ben dis donc, ça c'est pas mal. Des gourmands qui viennent aujourd'hui nombreux. 200 000 chaque année. La petite confiserie familiale est devenue le site le plus fréquenté des Vosges. Vous faites combien de tonnes de bonbons par an? 2 tonnes? 2 tonnes. Non, 300 tonnes de bonbons par an. 300 tonnes. DE, plus loin, tonnes. Voilà, 300 tonnes dans l'année. Il y a de quoi se régaler quand même. Oui. Bon, ben Claude, justement, c'est mon neveu qui est en fabrication en ce moment. Eh ben, on va aller le voir. Je Avec t'emmène. plaisir. Allez, Avec viens, plaisir. viens, je t'emmène. Allez. Alors, c'est ici qu'on fabrique les bonbons, donc les fameux bonbons des Vosges. La recette de base du bonbon est simple. De l'eau, 3 litres, du bon sucre d'Alsace, 14 kg, et du sirop de glucose, 8 kg. Le tout porté à ébullition. Et pour finir, une bonne dose de folie du confiseur. Alors regarde Claude, pour savoir si c'est cuit ce que je lui ai fait. Ah non. Allez, on met les doigts dedans. Un vrai fakir vosgien, ce Pascal. Alors là, c'est cuit. Je vais verser à 147 degrés la pâte à bonbons. Ah Claude, regarde, la belle couleur. Ouais. On dirait de l'or au soleil. C'est de l'or liquide. Ouais, non, je parlais du soleil dans les Vosges. La table chauffante maintient la température de la pâte et l'empêche de durcir trop vite. Cela permet à Pascal d'incorporer l'ingrédient indispensable à la friandise vosgienne. On utilise de l'huile essentielle de sapin qui nous vient de Gérardmer. Alors là, ça va sentir bon. Ça sent les Vosges. Il faut que j'aille assez vite, sinon ça s'évapore. Ici, tout provient des producteurs avoisinants. L'entreprise familiale est très attachée aux parfums locaux, tant qu'ils restent dans les bonbons. Pour nous, ici à Plainfond, on dit « faut mieux sentir le sapin le plus tard possible ». Après avoir rajouté du menthol pour dégager les bronches, Pascal va malaxer sa pâte, toujours aussi insensible à la chaleur. C'est encore entre 110-120 degrés. Voilà, donc tu vois Claude, il faut la travailler pendant un quart d'heure. Et une fois 80 degrés, on peut aller dans la machine là-bas, former les bonbons.
Alors là, regarde, je vais prendre la pâte, hop, comme les bûcherons. Il faut maintenant découper la pâte avec de gros ciseaux avant de former les bonbons. Un exercice auquel s'essaye Claude avec plus ou moins de succès. C'est bien, il aura son CAP. Pour le perfectionnement de Claude, on verra plus tard, car le temps est compté. Alors il faut se dépêcher, ça durcit quand même. Alors là, c'est parti. Donc la pâte passe dans la machine. Et là, 20 000 bonbons vont sortir avec la grosse pâte de 40 kg. Il faut savoir que j'ai un quart d'heure pour tout passer. C'est le grand saut dans la turbine pour une dernière étape. Alors Claude, là, on va finir les bonbons. On va les blanchir. Un sirop, de l'eau et du sucre, indispensable pour que les bonbons ne collent pas entre eux. Regarde, à force de tourner, ça blanchit. Un petit bonbon des Vosges. Ah oui, hein. J'en prends un aussi, c'est bon pour la voix. Hop. On parle beaucoup ici, alors. Mais pas question d'oublier la politesse. On ne peut pas parler en même temps qu'on suce. C'est le problème. Pendant que nos deux compères savourent avec gourmandise ces sucreries, ça s'affaire dans l'atelier de la confiserie pour tailler, calibrer et emballer les 800 kilos de bonbons préparés dans la journée. Et en sortant de là, on ne repart généralement pas les mains vides. Prenons maintenant de la hauteur, au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Jean-Marie nous entraîne sur les sentiers qu'il préfère. Régulièrement, il arpente avec ses amis le Honeck, le point culminant du département. En fin de journée, il y a un spectacle à ne pas manquer pour les amoureux de la nature. Donc aujourd'hui, on va essayer de découvrir l'univers des chamois, d'en voir dans la mesure du possible, bien sûr, en fonction de la météo. Du vent, il ne faut pas qu'ils nous sentent, il ne faut pas qu'ils nous entendent, donc il faudra qu'on soit très, très calme. Si le chamois peut détecter un mouvement à près d'un demi-kilomètre, il a du mal à distinguer un individu immobile. Avec lui, comme en enfance, on joue à 1, 2, 3 soleils. On vient d'en voir un en contrebas, il y en a un qui est pas loin derrière. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été effrayés avant. Il y a de fortes chances qu'on en trouve plusieurs d'ici peu. Nos amis sont chanceux, les chamois sont au rendez-vous. En 1950, lors de sa réintroduction, il n'aurait pu en voir que 2. Aujourd'hui, ils ne sont pas moins de 800. Ils évoluent dans des milieux comme celui-ci parce qu'il y a beaucoup de parties escarpées, de parois rocheuses. Ils n'ont pas beaucoup de prédateurs, les lynx, les loups. Donc en tout cas, les chamois, leur façon de se protéger, c'est de rester dans les rochers parce que les autres animaux ne peuvent pas y accéder facilement. Alors qu'eux sont de très bons acrobates, ils peuvent fuir facilement. Le chamois est un athlète de haut niveau. Dans ses veines, 12 millions de globules rouges s'agitent. C'est 4 à 5 fois plus que l'homme. Grâce à ses poumons volumineux, il ne lui faut que 15 minutes pour gravir un dénivelé de 1000 mètres. Et dans les pires conditions, il sait s'adapter. La femelle du chamois est capable de retarder sa gestation pour avoir une naissance plus tardive, en début de printemps, en fin d'hiver, en fonction de la fonte des neiges, pour que la naissance ait lieu dans de meilleures conditions, avec des températures meilleures. Au milieu de toutes ces petites têtes, pas facile de distinguer les mâles des femelles. Philippe nous donne l'astuce. La corne va être l'élément principal pour lui donner un âge et un sexe. La corne du mâle est beaucoup plus recourbée que celle de la femelle. Donc avec un coup de jumelle, très rapidement, un chamois à 100 mètres, tu peux reconnaître le mâle et la femelle. Il y a 2 petits qui les suivent. Donc là, ils sont apparemment, il y en aurait 6. Il est temps de rentrer pour nos amoureux de la montagne. Dans le massif vosgien, le soir n'est pas forcément synonyme de repos. La nuit, c'est même le moment de s'éveiller pour certaines plantes. Et les soirs de pleine lune, elles poussent encore plus vite. Au petit matin, il y en a qui sont particulièrement impatients de découvrir ce miracle de la nature. Ah, salut Cédric. Salut Richard. En fait, c'est comme si t'allais aux champignons, quoi. Ouais, bah les gens le matin, dans mon quartier, ils croient que je vais aux champignons. C'est vrai ? Ouais. Si ça ne saute pas aux yeux sur cette exploitation, c'est pourtant l'effervescence. Durant un mois, c'est le même rituel pour Richard. Il vient récolter des centaines de crocus. Cette fleur délicate, c'est le safran. Aujourd'hui, notre guide Cédric est venu lui donner un petit coup de main. Tu vois, là, aujourd'hui, il fait pas beau, alors elles sont toutes fermées. Hein, elles veulent pas... elles veulent rester au chaud et c'est pas plus mal, c'est plus facile pour moi
parce que j'ai plus simple, je bosse hein, Cédric, parce que j'ai une grosse journée. Et donc c'est plus simple pour moi parce que la fleur elle est plus facile à cueillir fermée couverte. Une fleur, il faut qu'elle soit cueillie dans les 12-24 heures maximum. C'est ce qui confère une fraîcheur et au final une qualité supérieure, quoi. Richard est un artisan, il fait tout à la main. Son safran, il l'a dans la peau et le connaît par cœur. C'est vraiment une plante qui a besoin d'un climat tempéré, d'un été bien marqué et d'un hiver bien froid. Elle aime le froid, l'hiver c'est son été à elle. Elle pousse au mois de septembre et elle va s'épanouir au mois de juin. Elle a une végétation inversée. Richard est le seul safranier des Vosges. Un pari osé? Non. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, le safran pousse partout et encore mieux à la montagne. Ça pousse à 2500 mètres d'altitude au Cachemire. Et les 500 mètres d'altitude de nos petites Vosges, c'est vraiment ridicule. Allez, je prends les deux là et on rentre à la maison au sec, on va émonder. Ça marche, on y va. Environ 200 safraniers cultivent la fleur en France. Disparue à la Révolution, elle est de retour depuis une vingtaine d'années. On va s'occuper de cette récolte matinale. De ces belles fleurs. Voilà. Là, il y a à peu près, à l'œil comme ça, 700, 800 fleurs. Petit cours d'émondage pour Cédric. C'est l'étape où l'on déshabille la fleur pour récupérer les précieux pistils. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Tu la prends dans ta main droite, entre ton pouce et le majeur, et tu tapotes dessus comme ça. Voilà, tu l'éclates. Maintenant, la fleur, tu vois, ils sont sortis les trois. Tu les tires délicatement vers toi et tu passes au niveau du jaune. Voilà, au niveau du jaune, avec tes ongles. Tu as récolté ce matin, tu es obligé d'émonder aujourd'hui. Si tu veux une qualité irréprochable, une qualité supérieure dans ton assiette, dans tes casseroles, il faut le faire comme ça. Ouais. Le safran est aujourd'hui une épice raffinée. Mais l'or rouge, comme on l'appelle, n'a pas toujours été perçu comme tel. Au Moyen-Âge, ce n'était pas considéré comme quelque chose de luxueux. On le cultivait dans le Gâtinais et en Alsace. On avait un safran renommé en France. On l'utilisait essentiellement avec les volailles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient faisandées. Donc pour camoufler un peu les odeurs de faisandage, le safran rehaussait un peu la volaille. Et on l'utilisait beaucoup avec les poissons. Ici, c'est la région des mille étangs et rivières. Et en étang, les poissons étaient très vaseux. Ils sentaient la vase. Et ça permettait de camoufler un peu ces odeurs. Pas très ragoûtant. À l'époque, le sel coûte plus cher que le safran. Aujourd'hui, l'épice se vend entre 30 000 et 45 000 euros le kilo. Pour atteindre ce résultat, il faut de la patience, car après l'émondage de 100 fleurs, ça ne pèse pas bien lourd. Une fois séché, tu vas faire combien? Là, il y a à peu près un demi-gramme. Un demi-gramme? Un demi-gramme, ouais. Une fois prête à... On perd 85%, 85-90%. Ah ouais, c'est énorme. Le séchage, c'est le nerf de la guerre pour le safran. C'est lui qui déterminera la qualité du produit. Richard le fait sécher de façon naturelle et artisanale. Et le résultat, on l'hume comme un bon vin. Sens-moi ça. Moi, c'est comme ça que je le préfère. Mais il reste pas comme ça. Il s'affine, il vieillit. Là, c'est très aromatique. Là. Ouais, c'est très puissant, c'est très sucré. A contrario, voilà, ça c'est un safran qui a 12 mois. Ouais. Donc c'est le safran de l'année dernière. Oui, là, on est plus sur des hauteurs de cuir, de... Exactement, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus sec, quoi. Ouais. Il est temps pour Cédric de repartir, car sa recette l'attend. Est-ce que tu aurais deux pots que je puisse repartir avec tant que j'y suis? Qu'est-ce qu'il te faut? Eh ben, de moi, je sais pas, tu me donnes 2 grammes et puis... D'accord, je sors ça là. Oui. Et au milieu de Plombières-les-Bains coule une rivière. Ici, l'eau a des vertus thérapeutiques qui, depuis plus de 2000 ans, soignent les maux. Jusqu'au début du XXe siècle, ce village, c'est un peu la croisette des Vosges. Montaigne, Beaumarchais, Voltaire ou encore l'impératrice Joséphine s'y pressent pour se refaire une santé. Et c'est en pleine forme que nous retrouvons Christine pour une visite des thermes. Bonjour Valérie. Bonjour Christine. Ça va bien? Très bien. Je suis ravie de venir à Plombières. C'est pour moi une ville où je viens me promener régulièrement. J'adore venir voir les 1000 balcons. Et puis surtout, là, je crois qu'on est sur un lieu bien historique. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment on en est arrivé là avec les bains romains. C'est une histoire qui est un petit peu humoristique. Les garnisons étaient là, ils voient un chien un petit peu branque-ballant qui disparaît. Il revient tout fumant.
plutôt en pleine forme. Donc ils se disent qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir et à ce moment-là, ils s'aperçoivent qu'il y a des eaux chaudes. Donc c'est là l'origine. Il faut alors imaginer sur cette place une grande piscine où les soldats romains viennent patauger pour soigner leurs blessures. La station fut détruite lors des invasions barbares, mais renaît à partir du Moyen-Âge. Elle sera ensuite recouverte avant de disparaître au XXe siècle. Alors, on parle beaucoup d'eau ici à Plombières, mais je ne vois plus d'eau. Alors, où est-elle cette eau maintenant? Tout à fait. À l'époque des Romains, tout était à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est une denrée qui est extrêmement protégée, donc tout est souterrain. Donc on va pouvoir bien sûr la découvrir, mais on va être obligé donc d'aller se rendre à la buvette ou en soins thermaux. D'accord, et allons-y. Allons-y. Donc, vous pouvez voir, Christine, voici notre buvette thermale. Magnifique. Et en dessous de la fontaine, ça bouillonne. En tout, 27 sources ont été découvertes à Plombières-les-Bains et la plus chaude d'entre elles atteint les 87 degrés. Ici, nous avons la chance à Plombières d'avoir une des eaux les plus chaudes d'Europe. Mais ça vient d'où, d'en dessous, là? Qu'est-ce qui fait que c'est chaud comme ça? Dans les Vosges, il n'y a absolument pas de volcan. Ce sont des failles sismiques. Et l'eau ressort donc depuis les profondeurs de la Terre. Donc, profondeur... On est presque chez Jules Verne, c'est impressionnant. Des eaux aux propriétés salvatrices qui viennent du ventre de la terre et qui soignent celui des curistes. Que fait-on autour de cette belle fontaine? Nous avons deux eaux différentes. La source des dames, il y en a une qui vous fait aller un peu plus aux toilettes et l'autre qui vous empêche un peu d'y aller. Oh, il ne faut pas se tromper de côté. Bien évidemment. Et on peut en boire quand même si on n'a pas de prescription. On peut essayer? Goûtez. Allez, j'essaye. Jamais d'eau tiède, hein. Faut être sérieux. Hein. Ça va? C'est particulier. Mais ça va, ça n'a pas de goût. Mais bon, la prochaine fois, je fais un fusil de thé. Hein. C'est finalement c'est la bonne température. Rassurez-vous, l'eau est refroidie et ne sort qu'à 28 degrés. Mais les thermes, c'est également un moment de détente. Les Romains s'y prélassaient déjà. Dans cette ambiance humide, il fallait cependant rester très sérieux. Vous voyez, Christine, nous voici donc arrivés dans cette magnifique salle avec les vrais gradins romains. Les Romains se baignaient ici. Alors comment ça se passait quand on venait prendre un bain? On avait de l'eau qui était où on a nos pieds actuellement. Là, c'était bien sûr de la pierre aussi par terre. Maintenant, ce sont des magnifiques mosaïques. Et les gens donc s'asseyaient là. Les hommes et les femmes étaient au même endroit. Évidemment, il y avait des règlements extrêmement stricts. Les hommes n'avaient pas le droit quand même de porter des regards sur les dames. Et surtout que si ils avaient la moindre idée de regarder de façon un petit peu insistante les femmes qui se baignaient, les suites étaient assez difficiles puisqu'il y avait carrément après des tortures. La sentence était terrible. Voilà. Changeons d'époque. Accolé au centre balnéo-romain, Napoléon III fait construire en 1857 ses thermes personnels. Bonjour madame. Je vous en prie. Donc nous voici arrivés, Christine, donc dans les thermes Napoléon. Napoléon III aimait tout ce qui était grandiose, il aimait les choses importantes. Donc on peut aussi bien voir aussi bien les marbres, aussi bien les ferronneries que les grands volumes. C'est lors d'une cure, dans ce cadre relaxant, que Napoléon III signe un traité avec l'Italie qui permet à la France de récupérer la Savoie et le comté de Nice en 1859. Ben voilà, sous cet élément historique, je crois que je vais aller essayer vos termes. Hein. Je crois qu'il va falloir. Laissons Christine entre de bonnes mains pour rejoindre notre gastronome. Après avoir fait le tour de ses producteurs, c'est dans son potager que nous retrouvons Cédric. Il porte déjà son habit de chef, car sa petite cuisine, c'est ici qu'il la commence. Tu vois, ce qui est important, c'est de prendre les choses et les sentir. Comme ça te donne des odeurs, des parfums. Puis c'est à partir de ce moment-là que tu peux faire des recettes. Les bonnes saveurs, c'est l'endorphine des cuistots. Là, on a un truc qui est assez rigolo, c'est des physalis. Ça s'appelle le fruit en cage, le fruit défendu. Donc quand tu ouvres ces fruits avec les enveloppes sèches, un parfum super génial, quoi. Là, t'es dans le fruit, c'est bien. En cuisine, le goût c'est important, mais la vue aussi. Et ces fleurs, lui, ça l'inspire. Ça, c'est du mouron des oiseaux. On en met aussi sur les assiettes. On peut le prendre, ça peut être intéressant. Avec les pétales de fleurs de safran, ça va le faire. On va avoir du vert, on va avoir du violet, ça va être super chouette. Donc maintenant, on va passer en cuisine pour la recette. Aujourd'hui au menu, truite des fontaines à l'andouille du Val d'Ajol et bluet des Vosges, accompagné de ses pommes de terre fondantes aux herbes du jardin, son lait fumé et son beurre au safran. Tout un programme. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Donc je prends une casserole
Alors je vais y mettre mes andouilles. On va les faire cuire à peu près 20 minutes. Je vais faire de même pour les pommes de terre, de la poitrine. Donc maintenant, on va s'occuper des truites. Je vais lever le filet, je vais enlever les arêtes. Cédric passe maintenant à la mise en beauté de sa truite. Donc là, je chope les arêtes une par une. Ça fait partie des choses fastidieuses pour nous, qui rendent bien service aux gens. Moi, je sais que personnellement, j'adore le poisson, mais quand il les arrête, ça me bloque un peu. Cédric procède à la découpe du grand doyau, le cousin de l'andouille poussé dans un plus gros boyau. Voilà, je vais faire un beau petit rectangle de grand doyau. Dessus, je vais poser mon saumon de fontaine. Au milieu, mes buées. Et je vais rouler le tout comme un sushi. On emballe comme un rouleau de printemps. Je vais pincer les extrémités. Et puis je vais refaire une petite andouille si tu veux. Voilà. Donc là, ce que je vais faire fondre une belle noix de beurre. Bon, pour une personne, il faut au moins ça. Dans les Vosges, au moins ça signifie 2 fois plus. On n'est pas sur de la cuisine diététique, hein. Là on va faire pour 2 personnes en pommes de terre. Une fois que notre beurre sera bien fondu, là je vais y mettre, je pense, 8 à 10 pistils de safran. On sente quand même bien le safran. Hein. On remue frénétiquement pour bien incorporer l'épice. On va prédécouper notre tournesol et puis on va le cuire à la poêle. Je vais faire chanter mon beurre. On va juste lui laisser prendre une belle couleur. La caramélisation du beurre est importante pour le goût des aliments. Hein. Le beurre au safran est prêt à être rajouté aux pommes de terre. C'est fini. On peut passer au dressage. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu plus sur la légèreté, Et dans la cuisine de Cédric, pas de chichi. C'est pas toujours nécessaire que ce soit carré. Donc, nos petits tours de d'eau qui sont jolis. Alors, c'est quelque chose de très aéré, très mousseux. Place à la dégustation. Le regoûteur du jour, c'est le cousin de Cédric. Et il n'est pas mécontent d'être venu. Vraiment, une nouvelle recette excellente. Hein. Moi, je dis que c'est super bon. Ouais, non, Il faut franchement, pas avoir peur des mots. Non, c'est vraiment délicieux. Une petite marche digestive ne sera pas de trop. Pour se rendre à notre prochain rendez-vous, suivons les pas de notre guide. Claude connaît la plus belle vue des Vosges. Ce panorama a coupé le souffle, il se mérite. Mais une fois au sommet, le résultat est à la hauteur des espérances. Wow. Et avec ce temps super, quel point de vue magnifique. Il y a des moments, on dirait de l'acier là, hein, c'est vrai. Il n'y a pas un souffle, c'est un calme. On peut méditer, on peut rester là des heures à regarder le lac. Comment résister à la beauté de ce lac surnommé la Perle des Vosges? Dès le 19e, ce trésor devient une destination touristique très prisée. Et si son nom se rapporte à l'eau, il fait appel à un autre élément. L'origine du mot Gérardmer, ça n'a rien à voir avec le lac, c'est le mets, M-E-X, qui veut dire en fait la métairie, qui veut dire le lopin de terrain qu'on a autour de la maison. Et encore dans pas mal de villes, la rue de la Mai, les endroits comme ça. Donc Gérardmer, c'était le lac de Gérard d'Alsace, qui étaient les ducs de Lorraine, et c'était le lopin de terre de Gérard. Le lac de Gérardmer, c'est le paradis des pêcheurs et des sportifs. Claude l'a souvent pratiqué, car il a été moniteur de voile. Aujourd'hui, il rend visite à Michel, son ancien élève, devenu lui-même entraîneur. Ah Michel, ça t'es en train de démêler là. Comment vas-tu? Salut Claude. Ah, il y a combien d'années qu'on ne s'est pas vu? 44 ans. Ça a quand même drôlement changé en 44 ans. Hein. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est le souvenir que j'ai des premières leçons de voile que j'ai prises avec toi. J'en ris encore. À Gérardmer, si on s'entraîne dans la bonne humeur, la voile, ça reste du sérieux. Vous avez un club qui est quand même bien placé, il me semble, non? Tous les Bretons et les Méditerranéens se demandent ce qu'on fait là. On a un club qui marche bien, c'est vraiment une exception en France, Gérardmer. Un club qui a le vent en poupe et qui fabrique des champions. Le dernier en date, c'est Julien Bontemps, triple champion du monde et médaillé d'argent au dernier JO. C'est l'heure pour Michel et Claude de célébrer leur retrouvaille sur le lac. Bon, alors voilà, on va monter. Bon. Caravelle, t'enlèves ton chapeau. Quand même que je m'habille autrement, hein, parce que là, ça va pas faire. Hein. Voilà, donc le gilet de sauvetage qui se gonfle automatiquement. C'est automatique. Voilà, c'est automatique quand tu tombes dans l'eau, mais on va pas tomber dans l'eau. J'espère que non. Pas de risque de chavirer. Claude a le pied marin. On embarque. Quoique, avant de hisser la grand voile, Michel a une petite surprise pour Claude. L'ancien professeur est aujourd'hui artiste et Michel est un fan de la première heure. Alors, je vais te rappeler quelques souvenirs.
Oh là là. Ton premier disque 1969. Hein, 69, Ouais. 70. Hein. Le premier Et 33 tours. mon premier stage de voile avec toi, à Michel, en souvenir de nos souffrances sur le lac de Gérardmer, bien amicalement, Côte Vanille. C'est une journée idéale pour se balader sur le plus grand lac du massif vosgien. On largue Voilà, les tu amarres. largues les amarres. Claude et Michel ont les 115 hectares de surface pratiquement pour eux tout seuls. Nous les laissons profiter de cette fin de journée sur le lac. Sur les hauteurs de la Bresse, au petit matin, un son de cloche résonne dans une ferme auberge. Celui d'une star locale, la vache vosgienne. Grâce à ces dames, on produit le fromage le plus réputé de la région, le Münster. Dans la famille Schickel, on le fabrique depuis des générations. Jean-Marie retrouve Christophe, jeune fermier, en compagnie de ses copines. Donc c'est une vache qui n'est pas très grande, hein, petite vache de montagne, faite pour la montagne. Robuste. Donc pareil au niveau du lait, c'est pas des quantités astronomiques. J'ai entendu dire qu'elles avaient toutes les extrémités noires, les trayons, les cornes. Donc ça c'est la Vosgienne noire, toujours la même chose, la raie blanche sur le dos, hein. Le blanc reste demi, hein, toujours, raie blanche, au-dessus, en dessous, une robe qui reste relativement fleurie. Bah Christophe, je te remercie pour les présentations. Il n'y a pas de souci. André à la fromagerie. André à la fromagerie, vas-y, tu connais le chemin. A plus tard. À plus tard. Merci Christophe. Pour faire un bon Münster, c'est la même recette depuis des siècles. Comment on va? Bah écoute bien. On commence toujours par l'empressurage, le mélange de la traite du matin au lait écrémé de la veille. Et donc c'est un lait qui est à 30 degrés, donc auquel on a ajouté la présure qui a permis de faire coaguler, cailler le lait. Et maintenant on est au stade où on veut séparer le petit lait et le fromage. Hein. Il est prêt à être travaillé, donc coupé. Hein. On va briser le caillé. Du moment que du petit lait se sépare, ce sera du fromage blanc qui deviendra le Münster après 3 semaines d'affinage. Hein. T'as fait tous des petits carrés comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, ça réussit suivant l'humeur du jour, tu vois. Hein, des fois, ils sont plus carrés, des fois plus ronds. Et il a quel nom, l'outil? C'est le Roimlöffel, hein, la louche à crème. Faire du Münster, c'est une tradition qui, comme cet outil, ne date pas d'hier. Dès le 9e siècle, on défriche les hautes chaumes vosgiennes pour faire paître les vaches et fabriquer le bon fromage. Et donc là, on a l'acidité qu'il nous faut pour passer au moulage et être assuré de l'égouttage du fromage. Hein. Donc tous les matins, une quarantaine de fromages. Tout à fait. Ça fera un fromage de 500 grammes. L'égouttage, c'est l'étape qui va permettre au fromage de se débarrasser du petit lait et de se solidifier pour faire apparaître ses premières rondeurs. Très bien, donc là, tu vois, on va déjà passer au premier retournement. Hein. Ouais. Donc le fromage, il tient déjà en lui-même. On tourne, voilà. Hein. Et donc là, il est déjà moulé sur un côté. Et donc, deuxième retournement pour midi, encore une fois, hein, ce soir, pour les 5-6 heures, pour travailler vraiment sa forme et qu'il soit le plus lisse possible. Hein. Ça y est, le fromage est né. Au bout de 24 heures, le résultat est encore plus saisissant. C'est assez de plus de moitié là. Automatiquement, ça s'égoutte pour se retrouver à cette taille de main. Parce que Münster, c'est 2,5 cm qu'il doit avoir. Voilà. Donc pour la suite, là, tu vas les saler maintenant. Maintenant, on va pas au salage. D'accord, et ça se passe dans la petite pièce à côté? Dans la petite pièce à côté, la salle d'égouttage. Voilà. Et c'est là que tu vas les saler. Et donc là, voilà. Hein. La phase suivante, c'est donc le salage. Hein. On retourne le fromage et du sel qui sera le conservateur. Hein. Laissons notre fromage sécher pour aller faire un tour en cuisine. Dans cette ferme, on prépare le traditionnel repas marquaire. À la belle saison, les touristes et randonneurs s'invitent à la table du fermier. Tourte au porc, tarte aux pommes et bien sûr, Münster. Tous les produits sont 100% maison. Repartons maintenant sur les traces de notre fromage. Voilà, la cave. Maintenant, on est dans la phase finale. Hein. Et donc là, la cave, c'est ce qu'il y a de plus précieux quand tu fais du fromage. Entendez par précieux les bactéries qui prolifèrent sur les planches et qui nourrissent le Münster. Voilà, hein, le fromage, il blanchit, ça veut dire il vit, il a besoin d'eau. Et pour ne pas que le moisi s'installe, ben, il faut les passer tous les 2 jours. Hein. Donc là, tu vois, suffit de les mouiller. Ouais.
on y passe et c'est bon, hein, le fromage est nourri. À bonne température et avec un coup de main d'André, le fromage va gagner tout son goût. Et donc au bout de 3 semaines, il a sa croûte. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'aussi il est capable de se conserver mieux et qu'il a plus d'arôme. Pour résumer, petit passage en revue de la gamme avec André. Donc là tu as le blanc qui vient de descendre. Hein. Ensuite tu en as qui ont déjà un peu plus de couleur, tu vois, c'est le fromage à 21 jours, ça. Hein. Et donc là, on a vraiment le Münster affiné, où sa couleur, déjà, de par l'âge, se fonce. C'est là qu'il est le meilleur pour être goûté. Ah oui, il n'attend que ça, et nous aussi. Bon, on va y aller alors. Avec du bon pain, mais sans pain, ça se mange aussi. On trouvera du bonheur encore. Hein. Moi, je suis partant. On y va. Très bien, viens. Et voilà, on va passer aux belles choses. Enfin. Vas-y, régale-toi. Oh, c'est avec grand plaisir, oui. Il est là pour ça, hein? Bientôt, ce sera la transhumance et le temps pour la famille Chiquel de redescendre dans la vallée. Merci pour ton accueil, André. Il n'y a pas de quoi. Au printemps, certainement. Tu passes un bon hiver. On va vous remontrer en montagne. Salut. Fabienne, Christophe, bonne journée. À la prochaine. Merci encore. Salut. Pour nous aussi s'achève ce périple dans les Vosges. Mais en regardant une dernière fois ces paysages somptueux, on se dit que l'invitation à y revenir est déjà lancée.